Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouvel épisode d'A priori. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3. A priori est le balado et l'émission des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, bienvenue à un nouvel épisode, non seulement le dernier épisode de la saison. Lors du dernier épisode, j'ai été accompagnée de Maxime et Colin qui nous ont présenté l'ACNU, soit l'Association canadienne des Nations unies. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le dernier épisode de la saison. Et pour ce dernier épisode, je suis accompagnée d'Anthony et Paul qui, aujourd'hui, vont nous parler du transport actif. Donc, bienvenue, Anthony, sur le podcast et re-bienvenue à toi, Paul, qui en est à sa 3e présence sur le podcast. Donc, avant de parler du sujet concrètement, j'aimerais ça que vous présentiez. Paul, tu peux te représenter même si c'est la 3e fois. Puis surtout, Anthony, parle-nous un peu de toi. Bonjour. Moi, je suis étudiant en première année au bac au BIAPRI, dans le fond. C'est ça. Je sais pas quoi dire d'autre. En première année Ouais. au BIAPRI, ben c'est bien correct. Toi, Paul, juste rappeler un peu, nous rafraîchir la mémoire. Bien sûr. Écoutez, bon, je suis déjà assez connu, je pense, au niveau du podcast, mais juste pour me présenter, moi, c'est Paul Lionel Boaka, étudiant de 2e année au BIAPRI. Je suis aussi un collègue de Caroline, là, au Sonexec. Sinon, écoutez, j'ai déjà fait 2 podcasts. J'ai fait un podcast sur l'aménagement urbain avec Samuel Laforce. Charlotte Samuel. Sinon, j'étais au podcast là, avec Nema récemment, parler de l'inclusion. Différents niveaux d'inclusion, là, nouveau parlementaire puis institutionnel. Puis là, je suis aujourd'hui avec mon ami Anthony pour parler du transport actif. Et je suis très excité. Donc, comme tu l'as dit, Paul, tu étais là pour ton premier épisode qui était à la dernière saison sur l'aménagement urbain. Aujourd'hui, on parle un peu d'un sujet connexe, sauf qu'il est plus précis là, sur l'aménagement urbain, c'est le transport actif. Donc, ma première question va comme suit. Le transport actif, c'est quoi? Je peux peut-être laisser Anthony commencer. Dans le fond, le transport actif, selon mes petites recherches que j'ai faites, ça serait, dans le fond, c'est dès que l'énergie qui est nécessaire au mouvement pour se déplacer, c'est fourni par l'effort musculaire de l'humain. Dans le fond, on n'a pas de moteur externe, dans le fond, qui permet de se déplacer. Fait que, dans le fond, actif, ça concerne le vélo, la planche à roulettes, le patin à roues alignées, puis la marche. C'est ça, c'est... Donc, on exclut l'auto, l'autobus, des trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, on va se pencher plus sur le vélo puis les déplacements piétonniers parce que, veux pas, c'est des moyens de transport qu'on utilise plus souvent que la planche à roulettes et le patin à roues alignées. En tout cas, je parle pour ma part. Là, je ne viendrai pas à l'université en patin à roues alignées, même si je sais qu'il y en a qui le font. Ma deuxième question va comme suit. D'où ça vient puis pourquoi ça existe? D'où ça vient? Ben, d'après ce que j'ai lu aussi, ça a l'air que c'est parti au milieu des années 90, surtout. Ça a commencé qu'on s'est rendu compte, d'après mon interprétation, quand on a vu que, dans le fond, l'auto solo, de mettre ça en priorité, dans le fond, ça marchait plus. Dans le fond, on s'est rendu compte du phénomène du trafic induit. Dans le fond, à chaque fois qu'on rajoute des voies sur les routes ou les autoroutes, ben ça augmente pas la fluidité tant que ça de la circulation. Ça fait juste continuer parce que dans le fond, ça encourage d'autres mondes à vouloir prendre l'auto quand on rallonge les lois. Fait que c'est comme un incitatif, fait que ça fait en sorte qu'il y a autant de trafic que d'habitude. On a la mauvaise habitude de penser que ça réglerait le problème. Fait que là, on a essayé de trouver des solutions. Puis dans ces solutions-là, le transport actif, ça permet justement d'avoir une diversité de moyens de transport. Puis en plus, c'est des moyens de transport qui prennent moins de place. Fait que ça fait en sorte que ça réduit comme la congestion parce que on peut, pour le même espace physique, on peut faire rentrer plus de monde. Puis aussi, le transport actif aussi, c'est intéressant parce que ça permet aussi de maintenir la population plus en santé aussi. C'est parce que, aussi, d'après ce que j'ai vu, c'est quand on est plus actif dans la vie de tous les jours, même pas besoin genre de tout le temps genre, juste aller s'entraîner, tu sais, juste en étant actif un minimum genre pour se déplacer, ben ça permet d'être plus en forme, de vivre peut-être plus longtemps aussi dans la vie. Donc, ce que je comprends, là, c'est vraiment plus une logistique. Mais c'est vraiment plus un problème de logistique. Donc, tu sais, on veut réduire le trafic. D'ajouter des voies va pas faire en sorte de réduire le trafic. Ça va juste permettre à plus de trafic de prendre place, si je peux dire. Est-ce qu'il y a aussi des raisons écologiques, environnementales aussi? Pourquoi c'est mis de l'avant, ce mode de transport-là, ou pas du tout? Ben, c'est sûr que
y a des raisons écologiques derrière ça, parce que justement, ça utilise moins d'énergie aussi, moins de matériaux. Utiliser un vélo ou même la marche qu'un auto, puis on pense justement aussi évidemment à l'énergie fossile, qui prend de moins en moins de place avec l'auto, parce que l'auto s'électrifie, mais c'est ça, pour l'enjeu écologique, ça peut quand même être un bon point. Moi, je veux savoir aussi, tu sais, le transport actif, on commence à en entendre parler plus, mais pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi ça m'intéresse, c'est ça dans le fond, parce que moi, j'en fais personnellement, ça fait... Depuis l'été passé, ça fait 1 an que je me suis intéressé surtout au transport actif, de me déplacer en vélo. Parce qu'en habitant à Val-Bélair, en n'ayant pas d'auto, je peux pas toujours me fier à l'autobus pour avoir comme un transport efficace. Genre, c'est au point que le vélo, c'est plus efficace que l'autobus. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Fait que là, à force d'en faire, je me suis mis à m'intéresser là-dessus, à essayer de trouver les chemins possibles dans la ville de Québec pour me déplacer en vélo d'une façon sécuritaire. Puis là, j'ai justement... C'est un enjeu qui m'intéresse à cause de ça, parce que j'en fais personnellement. Tu dis que c'était plus efficace de te déplacer en vélo qu'en autobus. Moi, je suis curieuse. Je veux savoir, c'était quoi la distance que tu faisais, mettons, de Val-Bélair jusqu'à la place où tu voulais te rendre en vélo? Là, je parle surtout de banlieue en banlieue. C'est sûr que pour aller de Val-Bélair comme à Sainte-Foy ou au centre-ville, c'est un petit peu moins long prendre l'autobus. Mais c'est quand même comparable. Mais les moments où c'est vraiment plus efficace de prendre le vélo, c'est comme quand j'allais de Val-Bélair ou à Loretteville ou même à Saint-Émile, là, genre en autobus, ça prendrait 1 heure, je pense, à aller de Val-Bélair à Saint-Émile, puis ça me prend 25 minutes, 30 minutes de vélo. Ouais, c'est vraiment réduit de moitié, quasiment. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, c'est ça que je m'en allais te dire. C'est souvent, tu sais, mettons, moi, j'entends le monde, j'habite à Saint-Émile, il faut que je me rende à Val-B, puis là, ça chiale un peu parce que c'est compliqué. C'est quand même intéressant de savoir que, malgré tout, le vélo serait comme une option plus appropriée. Pas appropriée, mais plus efficace, si je peux dire. C'est ça, plus efficace quand on le compare à l'autobus, mais aussi à l'auto, c'est sûr que là, l'efficacité, ça dépend de la vitesse de la personne rendue là, parce que si on est débutant en vélo, je pense que ça va être plus efficace en auto, mais aussi, si on est plus rapide, à un niveau plus avancé, ça peut être plus rapide en vélo, justement, peut-être, mais c'est ça aussi, mais justement, ça évite d'acheter peut-être un auto pour les gens comme les étudiants qui ont moins les moyens, comme moi, ça peut être plus efficace. C'est une belle alternative pour les étudiants, mettons. Paul, j'ai une question pour toi. Toi, je sais que... non. En fait, ma question, c'est... toi, c'est quoi ton lien avec le transport actif? Très bonne question, Caroline, comme d'habitude. Écoute, je suis un peu dans la même situation qu'Anthony. Là. Bon, moi, vous savez, j'avais de Beauport. Beauport, c'est l'extrémité est de la ville de Québec. Fait que on n'est pas directement dans la ville. Fait que souvent, mettons, me rendre à l'université, ça prend vraiment beaucoup de temps. Puis moi, j'ai pas de char, là, j'ai pas de permis de conduire. Donc, souvent, des fois, je marche pour aller à certains endroits qui sont, admettons, pas trop loin. Puis je vois que des fois, les infrastructures en place manquent. Puis notamment, là, Anthony parlait que des fois, il prend le vélo. C'est pas rare qu'il y soit pas de piste cyclable ou pas de trottoir, des fois dans des chemins. Puis tu vois quand même que Québec, c'est quand même une ville qui priorise beaucoup le transport en voiture. Puis c'est pas mal en soi, je veux dire, c'est normal. Je veux dire, c'est une très grosse ville là, au niveau de la superficie Québec. Mais justement, si actuellement on veut genre favoriser que les gens prennent le vélo, prennent la marche ou prennent, comment dire, c'est moyen de transport alternatif, c'est important qu'il y ait ces infrastructures. On va en parler plus tard dans le podcast, c'est sûr, mais c'est important qu'on priorise justement les infrastructures pour que justement les gens aient envie de prendre le vélo, puis que le vélo soit pas obligé de tout le temps être à côté sur la rue, genre à côté des voitures pour passer. Considères-tu que ta relation avec le transport actif est plus axée sur le vélo comme Anthony ou sur la marche? Je dirais que moi, c'est plus au niveau de la marche, mais je veux dire, je fais quand même du vélo de temps en temps. Là, c'est juste que, petite anecdote, mon vélo est complètement pété, fait que je peux pas en faire. Là. Mais, si, par exemple, mon vélo marchait, genre, j'en ferais beaucoup plus. Là. C'est vraiment juste que une question de capacité en ce moment. Notamment, je veux dire, j'ai un Dairy Queen qui est proche de chez moi. Je veux dire, l'important, je vais en marche, mais avant, j'y allais en vélo, puis tout ça. Puis ça aussi, ça peut... quand c'est quand même quelque chose qui incite là, à ces moyens-là. Je fais peut-être un peu moins de vélo. Je fais moins de vélo sur des moins longues, genre sur des plus longues distances. Mais admettons, si j'ai un ami qui habite à Charlesbourg, c'est à peu près à 4-5 km
4-5 km de chez moi. Excusez-moi, la misère à prononcer ça. Mais tu sais, des fois, tu sais, à la marche, ça prend un peu plus de temps. Le vélo, ce qui est aussi personnel avec le vélo, puis je pense, pour rebondir sur le point d'Anthony, ça peut être plus efficace que la voiture dans le sens où souvent la voiture, tu sais, t'as des stops. Ouais. Puis genre des fois. Ouais, en vélo, t'as des stops aussi, là. Ben, Ouais, oui, mais on les non, skip des fois. ben oui, mais si admettons, si admettons t'as une piste cyclable, ben, je veux dire, t'as pas Ouais. de stop direct sur ta piste cyclable. Puis si t'as une voie normalement qui est réservée, ben pas tout le temps là, mais t'as des voies qui sont réservées pour toi. Puis je veux dire, tu sais, t'as pas, admettons. Tu sais, dépendamment des routes, là, je veux dire, des fois, t'as des routes qui sont hyper congestionnées, puis là, t'es en voiture, il faut que t'attendes 5-10 minutes, alors qu'en vélo, tu sais, le vélo, il va pas s'arrêter, à part s'il y a des gens devant toi. Fait que je pense que, justement, tout ça, genre, ça peut créer un engouement pour le vélo, puis améliorer l'efficacité par rapport à d'autres modes de transport. Oui, mais c'est certain que la question des pistes cyclables et les corridors aménagés, ça peut aider. Mais on va en reparler justement plus tard dans le podcast. Je voulais savoir, souvent, c'est Québec, on s'inspire d'autres villes, d'autres pays. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, ça ressemble à quoi le transport actif ailleurs? Ben, je peux peut-être donner un exemple, puis après, tu rebondis? Oui. OK. Bon, ben moi, je tiens à dire que j'ai regardé une chaîne YouTube, dans le fond, de notre Just Bikes. Shout-out à Samuel, parce que c'est lui qui l'avait vu là, à notre podcast qu'on avait fait au début. Puis en fait, là, notamment, il parle d'une ville qui s'appelle Oulu, en Finlande. Puis ce qui est quand même assez particulier avec cette ville-là, c'est qu'elle se situe au-dessus du cercle polaire arctique. OK. Arctique. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est des températures qui sont quand même extrêmes. Ça peut aller de 30 degrés en été jusqu'à moins 35 en hiver. Puis ce qui est très intéressant, c'est que ils ont des chemins cyclables, praticables, même durant l'hiver. Donc, même quand il fait moins 25 degrés. Donc, ça montre quand même que c'est possible d'être... Tu sais, souvent à Québec, on dit qu'il y a beaucoup de neige, qu'il fait froid, que c'est pour ça qu'il y a moins de justement chemin pour les vélos, pour les piétons durant l'hiver. Mais si on voit qu'il y a une ville qui se situe à l'Arctique, tu sais, en fait, la Finlande, je veux dire, c'est pas un pays qui est tant plus riche que nous. Je veux dire, je pense que nous, on a les moyens. Je pense que c'est une question de volonté plus que de moyens, là, souvent. Donc, je sais pas si, Anthony, tu avais des choses à rajouter là-dessus. Moi, j'avais vu surtout Amsterdam, une ville très intéressante pour le vélo. J'ai vu que depuis les années 70, dans le fond, Amsterdam, ils mettent vraiment un plus grand accent sur la mobilité en vélo. Et on voit qu'aujourd'hui, ça apporte fruit. Parce qu'on peut voir qu'ils sont rendus avec des grands garages de vélos dans des gares de train, je pense. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui prennent le vélo pour se déplacer. T'sais, on voit pas ça des stationnements de vélos à Québec. Non. On appelle ça les bons vieux racks à bicycle, là. C'est ça. Fait Amsterdam... en même temps, Amsterdam, ça fait quand même 50... Ben là, quand on calcule de même, ça fait comme 55 ans environ que ça existe, mais c'est prouvé que c'est efficace, de ce que je comprends. Ouais. Ah, super. Ouais. Y avait-tu d'autres villes ou c'est vraiment plus Amsterdam, Finlande? Ben sinon, je peux peut-être rajouter, j'ai aussi vu, ben plus sur les Pays-Bas en général, mais Amsterdam, tu sais, c'est quand même la capitale. Mais aussi, ce qui est bien avec les Pays-Bas en général, c'est qu'il y a comme une séparation stricte des différentes voies routières. J'en ai dénommé 3. Bon, il y a les noms en néerlandais, mais on va peut-être passer là-dessus. Mais normalement, t'as, admettons, les autoroutes, admettons, les highways, motorways, genre les grosses autoroutes, où la caractéristique, c'est que t'auras jamais, ben, tu sais, de limite de vitesse. Ben, non, pas de limite de vitesse, mais de stop dessus. Ouais. Puis c'est vraiment des voies qui sont réservées pour... admettons, t'as une voie genre, qui va genre... Je sais pas si c'est clair, mais tu sais, t'as une voie dans un sens, une autre voie dans un sens. Ouais. Mais tu sais, ce qui est important, c'est que t'as aucune sortie qui va genre être dans l'autoroute. Ouais. Puis le deuxième type de voie routière, justement, c'est les voies les routes de transit qu'on appelle. Ouais. Et la troisième type de voie routière, c'est la rue. Puis ce qui est important avec la rue, c'est que tout doit être au niveau plus humain. Puis aussi, des fois, t'as une rue principale. Puis sur les côtés, t'as le trottoir, mais t'as aussi un espace réservé pour les vélos. Fait que les vélos vont pas sur le trottoir réservé pour les piétons. Ils ont un autre endroit réservé juste pour eux. Puis je pense que ça, justement, c'est extrêmement pertinent. Parce que si je sais que, en tout cas, à Québec, je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais des fois, t'as des grosses routes à genre 4 voies, genre 2 voies dans d'un côté, puis 2 voies de l'autre. Puis, genre, des fois, dessiné, genre, sur la rue, t'as l'espace pour les vélos, genre. Ouais. Ce qui est quand même des fois un peu compliqué parce que, tu sais, t'as
t'as genre 4 voies, t'as des voitures, puis là, t'as le vélo qui est genre sur le bout de la rue, genre. Puis ça peut être compliqué, là, quand t'as un vélo, parce qu'on s'entend que des fois, il y en a qui passent sans faire attention aux cyclistes. Ça peut être dangereux. Puis justement, Pays-Bas, je pense que justement, au niveau de la sécurité, c'est bien ce qu'ils ont fait parce que ben ça sépare vraiment les différents types de modes de transport dans leur coin là, spécifique. Puis ça assure justement la sécurité et le confort, qui est pour moi 2 caractéristiques qui sont extrêmement importantes au niveau du transport actif. Est-ce que tu as une idée à Québec, pas à Québec, là, mais au Canada, ça ressemble à quoi le transport actif? J'ai peut-être laissé Anthony plus parler de ça. Ben, je peux rebondir après. Canada, je sais pas tant, là, honnêtement, je connais plus le Québec. Puis j'ai pas été au courant vraiment du reste du Canada. J'ai fait mes recherches. Oh! J'ai fait mes recherches. Dans le fond, de ce que j'ai lu, au Canada, il y a la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse qui ont toutes des plans stratégiques et des ressources adaptées pour le développement du transport actif. Donc, mais je sais pas plus précisément c'est quoi, mais je sais que justement, c'est quand même... on n'en entend pas beaucoup parler. Moi, je sais que avant qu'Anthony m'approche avec ce podcast-là, j'en avais pas vraiment entendu parler, à part, mettons, les gros projets qu'on voit souvent dans les médias. Mais ça donne quand même un indicatif que ça prend beaucoup plus d'ampleur, puis il faudrait peut-être que ça sache plus, parce que je pense que ça fait quand même... Ça devrait faire partie de tous nos vies, là, avec les enjeux écologiques, puis pas les enjeux de trafic. Donc, c'est une petite information pour vous, pour ceux qui nous écoutent. Très intéressant. On en a parlé un peu tantôt, mais comme je disais, Québec, t'as dit, Québec, c'est une ville avec beaucoup de banlieues, qui est très large en superficie. Paul, que tu nous disais tantôt. Ouais. Là, tu parlais un peu de la congestion routière puis l'efficacité, mais moi, je voudrais savoir... Parce qu'on dirait que quand je m'imagine Montréal, j'ai pas de problème à m'imaginer du transport actif. Mm-hmm. À Québec, on dirait que j'ai vraiment la difficulté. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi le transport actif est souhaitable à Québec? Ouais, dans le fond. C'est sûr qu'à Québec, c'est plus dur d'imaginer du transport actif, justement à cause de l'étalement urbain qu'on a fait. Justement parce qu'on n'était pas sur une île, fait qu'on pouvait s'étaler comme on voulait. Puis là, c'est dans les dernières années, on s'est rendu compte de ce problème-là. Fait que là, on essaye comme de condenser, mais justement, en condensant, il va falloir justement développer le transport actif parce que on se dirige vers plus comme Montréal, justement, avec la condensation. Puis c'est ça, c'est pour ça que c'est important de développer le transport actif parce que sinon, si on c'est juste aux autos, parce que là, en ce moment, à Québec, c'est pas si pire niveau congestion, ça, c'est pas comme Montréal. Mais si on veut que ça soit justement pas si pire pour le futur, ben, faut développer des alternatives pour ça. Exactement. Puis, juste pour rebondir sur le point de, Anthony, on voit justement que au niveau municipal, il y a beaucoup de... Ben, je vais pas voler ton punch, là, mais tu vas en parler plus tard, là, mais il y a beaucoup de mise en place d'infrastructures là, pour, mettons, les vélos puis les piétons. Puis, justement, à Montréal, aussi, je pense que souvent, ce qui fait qu'à Montréal, c'est mieux, c'est plus facile de s'imaginer le transport actif qu'à Québec. C'est que, Québec, aussi une ville, il y a beaucoup de relief, là. Ouais. Juste à Beauport, juste à Matin pour en aller chez moi, je sais que c'est comme genre, t'as la rue Seigneurial, puis ça monte sur une côte, genre. Ouais. Fait que, je pense aussi que c'est ça aussi qui fait que des fois, on se dit, c'est plus difficile à Québec. Mais tout de même, je pense quand même que ça peut être quelque chose de faisable. Je pense que c'est peut-être aussi des fois, on a parlé d'étalement urbain, justement banlieue, beaucoup de gens qui sont bien dans leur coin. Fait que, transport actif, c'est souvent plus fait, pas tout le temps, mais plus fait en ville, centre-ville. Fait qu'il y a comme aussi le combat, genre ville, banlieue. Ouais. Je pense que justement, on parle maintenant de congestion des fois à Québec. Justement, selon moi, je sais pas si t'es du même avis, mais je pense que pour régler la congestion à Québec, la manière dont on peut le faire, justement, c'est avec la mise en place de moyens de transport alternatifs autres que la voiture. Parce que, c'est sûr que si tu ajoutes plus de voies, si tu ajoutes plus de chemin pour les voitures, ça va juste faire que plus de gens avec des voitures vont aller sur ces chemins-là, puis au final, tu vas pas régler le problème là, à la source. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais moi, on dirait que mon opinion là-dessus, c'est que, souvent, le Québec, on compare ça à un gros village. On va dire, Québec, c'est pas une ville, c'est un gros village. Puis moi, j'avais déjà entendu, c'est pas fondé sur des preuves scientifiques, mais j'avais déjà entendu l'opinion des gens qui me disaient,
sais, dans la vie, si on veut être une ville puis pouvoir s'affirmer comme une ville, ça nous prend des infrastructures, ça nous prend des moyens de transport adaptés pour plusieurs citoyens. Puis on dirait que, comment vous m'en parlez, j'ai l'impression que le transport actif viendrait peut-être un peu comme donner un argument de comme, on a des infrastructures pour le déplacement, on est capable d'avoir une grande capacité de gens, de citoyens. Mais on dirait que j'ai comme l'impression que ça, tu sais, souvent les gens sont comme, pourquoi on n'a pas un métro à Québec? Tu sais, honnêtement, personnellement, je pense que ce serait pas réalisable vu justement la superficie. Tu sais, justement, je m'imagine habiter à Val-Bélair, je vois pas comment un métro pourrait se rendre de l'université à Val-Bélair. On dirait qu'avec le transport actif, c'est sûr que je me verrais pas non plus partir de Val-Bélair puis aller à l'université en vélo, mais on dirait que ça nous permettrait d'avoir plus de poids, mettons, comme ville, puis de plus se développer, puis donner un meilleur accès aux citoyens. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ben c'est ça. C'est sûr qu'on a les moyens de développer le transport actif, là, justement. Juste en développant des chemins pour les vélos, ça va augmenter l'utilisation du vélo, justement. Faut pas attendre que le monde y veuille se promener en vélo puis qu'ils risquent comme leur vie en roulant dans la rue à côté des chars qui roulent vite. Pour les développer, c'est ça, le monde, s'ils se sentent pas en sécurité, ils vont pas utiliser le vélo. Fait que c'est vraiment comme un... Je pense qu'à Québec, pour le vélo, en tout cas, c'est ça. Pas le métro, là, mais pour le vélo, on serait correct, je pense. Avant la pause, là, je viens de penser à quelque chose. Je suis allée en Californie récemment, puis un des moyens... Eux autres, ils sont très axés sur le transport actif, là, puis j'y pense. Tu sais, c'est un État qui prône la santé, les déplacements et tout, tu sais, la course, peu importe. Puis un des moyens de transport qui fonctionne quand même assez bien, puis là, je parle de la Californie, mais je sais que ça existe ailleurs aux États-Unis, c'est les déplacements en trottinette. Mais c'est c'est des trottinettes électriques, un peu comme à vélo, là, qu'on va parler plus tard. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est... t'embarques dessus, là, tu as comme un code QR que tu scannes, puis après ça, tu peux te déplacer avec, puis c'est électrique. Est-ce que vous penseriez que ça serait quand même réalisable à Québec, un projet de même, ou pas tant? Parce que ça n'existe pas encore, fait que je veux savoir votre opinion là-dessus. Ben déjà, personnellement, je vois déjà du monde s'acheter des trottinettes électriques. Ça a l'air de... Je sais pas si c'est une mode. J'ai l'impression un peu, mais on dirait qu'il y a quand même du monde qui aime ça. Puis ça pourrait peut-être être une option, justement, pour le monde qui ont peut-être moins le goût de, justement, de forcer pour faire peut-être des plus longues distances, pour se déplacer, ou que le monde qui sont juste plus intéressés par la trottinette, dans le fond. Ça me mettrait encore plus de diversifier les moyens de transport, fait que je trouve que pourquoi pas. T'sais. Penses-tu que c'est réalisable? Un peu comme des stations de trottinettes électriques partout. Peut-être en ville. C'est toujours là qu'il faut commencer. Toi, Paul? Ouais, ben écoute, c'est drôle que tu parles de trottinette parce que ça me rappelait la fois j'étais allé en France en 2022. Puis, littéralement, pour aller sur les Champs-Élysées, on a pris une trottinette électrique. Mais c'est comme, admettons, les Bixi ou genre à vélo. Genre, tu prends la trottinette, puis là, tu payes, genre, directement, genre, t'as un code QR, tu scannes. Puis c'est genre... Bon, c'était Paris, fait qu'on faisait un peu des fous. Mais, je veux dire... Non, mais tu sais, dans le sens aussi, c'était quand même quelque chose qui était nice parce que, bon, Paris, c'est hyper congestionné niveau trafic. Mais ça, c'est un autre débat, là. Mais, tu sais, des fois, quand tu devais te rendre plus facilement à des endroits, tu voyais que c'était plus facile. Parce que, admettons, bon, les routes à Paris, c'est comme les routes dans le Vieux-Québec, mais dans toute la ville. Puis, tu sais, les routes sont très petites. Puis, des fois, littéralement, tu avais des voitures qui restaient là pendant 5 minutes, puis nous, on fait juste speeder, justement, au niveau des trottoirs, puis des espaces cyclables. Puis je pense que, justement, ça peut être pertinent. Puis je pense que, justement, c'est sûr qu'on va commencer au niveau de la ville, Basse-Ville, puis Sainte-Foy, mais je pense que ça peut être bien. Puis je veux dire, la trottinette, comme Anthony a dit, des fois, tu sais, le vélo, des fois, ça peut faire peur à des gens parce que, genre, il faut quand même un effort physique. Des bonnes cuisses, des bons mollets. Puis la trottinette, c'est quand même plus accessible. Fait que je pense aussi, si, admettons, par exemple, à l'Uni, je vois un rack à trottinette, si je veux aller à la Pyramide, je prends ça directement. Ou si je veux aller plus loin dans Sainte-Foy, ben, je prends une trottinette. Puis au lieu, admettons, de prendre le char ou de prendre le bus, je pense que justement, comme on a dit, plus il y a d'autres moyens de transport autres que la voiture, mieux, genre, moins il y aura de congestion, puis mieux, je pense, la ville va se porter. Ben, merci les gars. Sur ce, on va faire une courte pause, puis on vous revient bientôt à priori sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous êtes de retour à priori sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis toujours accompagnée de Anthony et de Paul et ensemble, on discute du transport actif, qui est quand même une alternative intéressante pour des étudiants qui n'ont pas les moyens de s'acheter une auto ou qui veulent juste se remettre en forme. Donc, avant la pause, on a plus parlé du portrait global, si je peux dire, du transport actif un peu partout dans le monde, mais aussi à Québec. Ça ressemblait à quoi? Donc, avant de continuer, j'aimerais juste introduire que en 2021, au mois de mars, le gouvernement fédéral a introduit sa première stratégie de transport actif, la stratégie actif, dont chacune des lettres est un objectif ou un but à atteindre. Donc, on y va avec le A. Le A, c'est pour sensibiliser le public au transport actif et justement pour promouvoir l'utilisation de ce type de transport-là. Le C, pour la coordination des investissements dans le transport actif. Donc, on cherche vraiment à aller plus investir justement dans ces infrastructures-là pour rendre ça plus accessible. Le T, pour tangible. Donc, on veut rendre ça plus tangible. J'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. I pour investissement, puis F pour futur, parce qu'on veut vraiment développer ça dans le futur. Donc, après cette courte introduction, les gars, ma question est la suivante. Est-ce que vous qui utilisez le transport actif, vous trouvez justement, que c'est accessible, que c'est plus intéressant, puis que ça vous donne, je sais que ça vous donne le goût de l'utiliser, mais trouvez-vous que pour une stratégie qui a été mise en place il y a 3 ans, ça a du potentiel, puis c'est encore une bonne stratégie. Grosse question. En termes financiers, je dirais que ça pourrait être une bonne stratégie, pour aider le gouvernement provincial à redistribuer de l'argent aux villes pour comme aménager des places pour le transport actif. C'est sûr je sais pas c'est quoi les impacts concrets que cette politique-là a eu, mais c'est sûr qu'on peut pas dire non à ça. Tu trouves pas, mettons, que dans le fond, les impacts concrets, toi, t'en as pas eu sur, mettons, comme ta vie, ou à part que tu utilises plus le transport actif? Mais de cette politique-là, je sais pas si elle a eu d'impact dans les plans, justement, de la Ville de Québec pour le futur du transport actif. Je sais pas si ça a un lien, mais peut-être que ça a un lien avec ça, puis justement, tant mieux. Mais c'est ça, c'est... Toi, Paul? Écoute, je pense justement que si il y a une stratégie comme ça qui a été mise en place, probablement, ça montre quand même une volonté quand même de changer les choses. Puis c'est pas juste un plan qui dit on va supporter le transport actif, c'est nice, puis il y a rien après. Il y a quand même, là il y a quoi, 5 lettres? Ouais, 5 lettres. Puis chaque lettre justement est liée à un concept en particulier. Donc je pense que il y a une volonté de faire les choses de manière sérieuse. Puis moi, je pense que justement, la mairie de Québec, on parle de Bruno Marchand, tout ça, on le voit souvent, il fait la course, puis mettons, tous les corridors à vélo, tout ça. Moi, je pense que, à vélo, si je me trompe pas, ça n'existait pas avant 2021, non? Si je me trompe pas. Je pense. Pas mal commencé en 2020-2021, chose. Ouais, c'est ça. Justement, je pense que, de plus en plus, surtout à Québec, là, je peux pas parler pour les autres villes, mais surtout à Québec, je pense que, justement, des trucs comme ça. C'était au fédéral, ce plan-là? Ouais. Ouais, justement, je pense que si au fédéral, il y a eu un plan qui est mis comme ça, par effet de pyramidal, là, ouais. Ça va ça va se partager aux provinces puis aux municipalités, justement. Donc, je pense que ça peut juste avoir des effets bénéfiques. C'est sûr qu'il faut nuancer. Là, j'ai juste nommé la stratégie comme ça, mais justement, dans les plans, ça disait que c'était une stratégie axée pour 2026, si je me trompe pas. Donc, on serait comme à mi-chemin de où ce qu'on veut se rendre. Fait que c'est sûr que c'est peut-être pas nécessairement concret, comme Anthony l'a dit, mais je pense que justement, on commence à avoir de plus en plus dans les médias là, d'actions qui sont faites par rapport à ça. Dans les avantages, justement, qui ont été comme sortis de cette stratégie-là, il y a eu comme 3 grandes lignes. Le premier était économique. Puis ce qu'on voulait dire par ça, c'était que ça a créé une réduction des dépenses puis des déplacements. Parce que les gens, justement, comme au Canada, là, en utilisant moins les voitures, ça réduisait les besoins de stationnement ou même les niveaux, le coût de l'essence, je peux dire. Il y a aussi eu comme des impacts environnementaux, comme on en a parlé un peu. Mais le troisième grand
grand avantage que ça ressort, c'est l'avantage social d'une meilleure santé mentale et sociale. J'aimerais ça faire un petit parallèle avec ça. Tu sais, veux pas, cette stratégie-là est sortie en 2021. Tu sais, en 2021, je sais pas si vous vous rappelez, mais le monde est encore beaucoup confiné et tout à cause de la COVID. Pensez-vous que ça peut comme biaiser un peu les résultats ou que c'est vraiment le transport actif qui aurait pu comme créer ces avantages-là? Pour le côté de la santé, c'est sûr que le transport actif, c'est bénéfique. Ce serait surtout sur le côté social, dans le fond. C'est vrai, je vois mal dans comment... Mais c'est sûr qu'on peut faire du vélo avec d'autres personnes, mais ça va surtout être un loisir quand on fait du vélo avec d'autres personnes, j'ai l'impression. C'est rare que, comme si je vais aller travailler en vélo ou je vais aller à l'université en vélo, que je vais y aller à quelqu'un parce que ça va comme pas donner souvent. Fait que le niveau social, peut-être plus, justement, ambigu. Toi, Paul, penses que c'est comme un peu biaisé? C'est une très bonne question, encore une fois, Caroline. Je pense que je comprends ce que tu veux dire, Anthony, mais je pense qu'aussi, tu sais, moi, je fais un parallèle avec le bus, par exemple. Tu sais, des fois, je prends le bus. Admettons, tu sais, au secondaire, je prenais le bus avec mes amis de secondaire. Admettons, si admettons, le transport actif est vraiment plus développé à Québec, pour qu'il devienne vraiment un vrai alternatif, par exemple, à la voiture, tu sais, des fois, si tu sais, t'as des collègues, puis je peux vous travailler, je sais pas moi, au Palais de justice de Québec qui est en Basse-Ville, vous pouvez vous dire, surtout si vous avez le même horaire, tu sais, 4-5 personnes en vélo, c'est comme si tu prenais le bus, mais tu sais, au lieu de prendre le bus, prends le vélo, genre, avec d'autres personnes. Puis je pense que, justement, ça peut être bien à ce niveau-là. Puis même si, admettons, c'est pas des collègues de travail, je pense quand même que c'est un milieu, admettons, le vélo, des fois, ça peut être un milieu où tu fais des rencontres, ça peut être un milieu un peu niche, comme un club, dans le fond, là. Je sais pas à quel point. C'est vrai. Mais ma question avec ça, c'est que, tu sais, veux pas le transport actif. Tu sais, moi, si je prends du transport actif, ça va être parce que j'ai besoin de me déplacer. Puis souvent, me déplacer, tu sais, j'ai une heure à laquelle me rendre et tout. Fait on dirait que j'ai la difficulté à voir les avantages sociaux que ça peut avoir. Tu sais, à part le fait que je bouge, puis mettons que bouger, c'est prouvé que ça permet de mieux... d'avoir une meilleure santé mentale. Mais on dirait que j'ai comme de la misère à voir cet avantage-là. Tu en pensez quoi? Moi, je pense que... Qu'est-ce que Paul a dit? Je vois peut-être plus le lien, tu sais, à force de faire du vélo pour se déplacer, peut-être qu'on va vouloir faire partie d'un club, justement, puis rencontrer du monde qui font du vélo, échanger des conseils, tout. Puis justement, peut-être qu'il y a un aspect social, tu sais, peut-être que ça commence par le transport actif, puis après ça, on peut rencontrer du monde, pas nécessairement en faisant nos déplacements aux heures précises qu'on a besoin, mais en faisant partie, justement, d'une organisation avec d'autres cyclistes. Peut-être ça, c'est à l'aspect social. Où ce que je voulais en venir avec un peu ces questions-là puis cette introduction-là, c'est que... tu sais, là, les avantages que j'ai nommés, c'est comme beaucoup les avantages en lien avec faire du vélo. Je sais pas si vous comprenez. Vous, en tant qu'utilisateur, mettons, des transports actifs, ce serait quoi, mettons, les avantages que vous avez remarqués, à part sur le fait, mettons, de comme pas avoir de congestion? Est-ce que vous avez des avantages plus concrets que vous avez vus ou pas vraiment? Justement, moi, il y avait la fluidité du transport de banlieue en banlieue. Puis aussi, moi, j'aimais surtout ça. Genre, je trouvais que c'était un avantage parce que je trouvais ça plus plaisant que de conduire ou d'être en autobus, je sais pas, genre, d'être en vélo. C'est sûr que c'est peut-être pas donné à tout le monde de juste trouver ça plaisant, le vélo, mais moi, c'était un des avantages que j'ai eu personnellement, là. Toi, Paul, est-ce que tu as eu des avantages que tu as trouvés ou... Ouais, moi, je vais peut-être aller dans un autre... je trouve que des fois, quand t'es en vélo, admettons... Je prends mon exemple, des fois, je veux Dairy Queen. Non, mais c'est concret. Tu sais, c'est que des fois, tu t'arrives à voir des endroits que tu verrais pas si tu étais en bus ou si tu étais en voiture, par exemple. Tu sais, parce que ne veux pas, tu vas en vélo, tu passes directement à côté des... comment dire, des... tu sais, des paysages. Des paysages, des immeubles, tout ça. Puis des fois, tu fais, une petite église, une bibliothèque. Puis, tu sais, je veux dire, si des fois, tu sais, ton but final, c'est aller te prendre une glace, admettons, si tu as une bibliothèque à côté, tu peux te dire, tu sais, je vais prendre le temps d'aller à la bibliothèque, juste là, ou, tu sais, tu as un ami qui est à côté de cet endroit-là, tu sais, tu peux directement aller à ces endroits-là. Puis je pense que, c'est peut-être un peu plus philosophique, là, mon avantage, mais t'arrives mieux à apprécier ce qui t'entoure autour de toi avec le transport actif. Si justement, tu sais, si tu dois aller à ton lieu de travail, si t'arrives genre 20-30 minutes en avance, tu sais, t'es en vélo, tu prends ton vélo, tu peux prendre le temps d'aller voir ce qui est autour de toi, puis justement, je pense que ça peut, tu sais, dans un monde qui est vraiment où beaucoup de gens souffrent d'anxiété, beaucoup de gens sont peut-être, tu sais, des fois sont pas bien, je pense que justement,
ça prend le temps de, tu sais, tu prends ton temps, puis justement, tu profites de ce qui est autour de toi. Là. Ouais, c'est un peu là que je voulais m'en venir. On dirait que la manière que vous m'en parlez, moi, je vois ça aussi un peu comme manière d'être productif. Là. Mettons que j'ai pas le temps d'aller au gym, mais on dirait que je me dirais, hey, ben, je vais aller en vélo au travail, comme ça va me permettre de sauver du temps. Mais là, on parle du vélo puis du vélo. Je voulais savoir, le cyclisme à Québec en ce moment, là, ça ressemble à quoi? Tu sais, je sais qu'on a un vélo, les infrastructures pour les cyclistes, ça ressemble à quoi? C'est-tu sécuritaire? Est-ce qu'il y a encore des enjeux avec ça? Etc. Pour les infrastructures en vélo, je dirais que c'est ça. Il en reste encore beaucoup à développer à Québec, mais justement, on a le projet Corridor Vélocité qui était parti l'année passée, le premier, parce que ça va être développé un peu partout. Puis le premier chemin qui a été fait avec ça, c'est le chemin Sainte-Foy. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont vu. Dans le fond, le principe, c'est de faire des voies cyclables assez larges pour les vélos avec des petits poteaux pour les séparer des autos. Puis essayer de rendre ça, dans le fond, faire des liens vraiment efficaces entre deux points, comme là, c'était le centre-ville, puis Sainte-Foy, surtout l'université. Puis là, cet été, justement, ils vont développer du centre-ville jusqu'à Charlesbourg. Puis c'est ça, c'est un plan. Puis il y a même un site Internet avec une carte, puis c'est quand même assez intéressant pour justement une personne comme moi qui fait du vélo. Tu sais, il va y avoir des points qui vont se rendre de Val-Bélair jusqu'à Sainte-Foy, jusqu'à plein d'autres banlieues aussi, Beauport aussi. Nice. Mais ça, c'est encore justement des projets. On est content que ça aille par là, mais en ce moment, concrètement, c'est sûr que moi, venant de Val-Bélair, si je veux aller en ville ou en Sainte-Foy, il faut que je prenne des petits risques des fois pour me déplacer parce que c'est pas tout le temps optimal côté niveau sécurité. Là. Exactement. Okay, Tu parles justement des corridors vélocité. Moi, je pense, à 5 ans à peu près, là, j'avais eu une pause parce que je m'étais mis à faire beaucoup de vélo pendant l'été. Puis, une infrastructure que je prenais beaucoup, justement, pour le vélo, c'était le corridor des cheminots. Ça, c'est dans le fond, c'est une ancienne traque de chemin de fer que la ville a décidé qui transformait en piste cyclable. Puis, ça me permettait d'aller quand même à plusieurs endroits. Puis sinon, il y avait aussi une autre que le corridor des cheminots. Moi, je partais souvent, mettons, de comme Vanier, mettons. Il y a comme un marché du store. Fait que je partais de Vanier, puis il y a une piste cyclable qui longe toute la rivière Saint-Charles. Oui. Puis ça permettait aussi d'aller en ville. Je trouvais que c'était super intéressant, parce que j'étais comme, mon Dieu, vouloir là, être motivée, je pourrais me rendre, mettons, de plusieurs banlieues au centre-ville, mais la contrainte, c'était le temps. Aussi, ce que je voulais venir avec ça, c'était, tu me parles des corridors vélocité, justement, sur le chemin Sainte-Foy. Tu sais, je pense à, par exemple, le corridor des cheminots, c'est complètement à l'extérieur des voitures. La piste cyclable que je te parlais aussi, c'était comme à l'extérieur des routes. Le corridor vélocité, souvent, ce qu'on entendait parler, ou ce que, tu sais, les gens, ça chialait beaucoup, c'était là, ils nous mettent de quoi en plein milieu des routes, ça nous réduit, ça crée plus de congestion. Vous répondriez quoi à des gens qui sont comme, ça crée plus de trafic que ça en enlève? Moi, je répondrais que, justement, on a observé si ça allait créer plus de congestion, justement, puis on a vu qu'il y avait autant de congestion qu'avant. C'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, là, mais on dirait que peut-être plus de monde va commencer à utiliser le vélo ou d'autres moyens, justement, puis pour se déplacer puis se rendre à où ce qu'ils voulaient aller. Puis, fait que ça permet de voir que même si on enlève une voie de chaque côté du chemin Sainte-Foy pour faire un espace au vélo, ben ça ne va pas nécessairement créer plus de trafic. Puis en plus, on permet aux gens en vélo d'avoir une option de se déplacer. Donc, je dirais pas qu'il y aurait plus de trafic. Toi, Paul? Ben écoute, totalement d'accord avec Anthony. Puis cet argument-là, mais on l'entend souvent, parce que, tu sais, souvent lié au tramway aussi. Ils enlèvent nos routes, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que... mais je blâme pas nécessairement les gens qui pensent de même. Je veux dire, ils ont totalement le droit. Puis je veux dire, moi, j'ai pas la même vision. Mais tu sais, je pense que c'est une vision très monolithique là, de se dire que s'il y a plus d'espace réservé pour justement les autres moyens de transport comme le vélo puis le piéton, qu'il y aura plus de trafic pour les voitures, ben je veux dire, si admettons, moi je suis en voiture, si moi mettons je m'en vais à un endroit en voiture normalement, puis je vois qu'il y a un espace qui est réservé pour les vélos, ben ça va peut-être motiver d'autres personnes qui prennent la voiture à prendre le vélo. Donc techniquement, il n'y aura pas plus de trafic. Peut-être que le niveau du trafic va pas nécessairement diminuer, mais je pense pas nécessairement que le trafic va augmenter, tout simplement parce que ça peut juste motiver d'autres personnes à prendre le vélo dans ce cas-là. J'ai parlé un peu aussi de
du corridor des cheminots. Je voulais savoir, est-ce que, tu sais, là, ça fait longtemps, là, j'ai pas les dates précises, mais je sais que ça fait longtemps que ça existe. Est-ce que vous pensez que ça serait réalisable de, tu sais, justement, réaménager une autre infrastructure qui était à la base faite pour d'autres types de transports, pour le transport actif? Est-ce que c'est réalisable? Mais aussi, est-ce que c'est comme souhaitable? Parce que, tu sais, j'imagine que quand ils ont décidé de transformer ça en piste cyclable, c'était parce qu'ils se sont rendus compte que cette traque de chemin de fer-là ne servait pas à grand-chose. Mais est-ce que c'est souhaitable? Parce que, tu sais, si on enlève, mettons, des transports pour les trains, ça pourrait créer comme un manque de distribution des matériaux ou de peu importe, parce que il y a beaucoup de transports qui se font en train. Est-ce que c'est souhaitable ou non? Ben là, ça, c'est quand même une question assez corsée, je dirais, pour nous, étudiants. Ton opinion là-dessus, c'est ça que je veux. Parce que c'est sûr que... Mais si on peut utiliser une ancienne infrastructure qui est presque peu utilisée pour mettre une piste cyclable dessus, ben tant mieux. Je trouve que c'est bénéfique. Mais c'est sûr que si c'est un chemin de fer qui est utilisé assez fréquemment, peut-être pas, mais aussi, je sais pas, peut-être d'autres infrastructures que tu voulais parler, peut-être comme des routes qui servent moins, je sais pas, ou peut-être des champs, justement, tu sais, où il n'y a rien, ben c'est parfait de mettre des pistes cyclables. Fait que je verrais pas vraiment de contraintes à utiliser des espaces qui sont presque peu utilisés pour mettre des pistes cyclables dessus. Toi, Paul? Ben, je pense que c'est comme une question quand même qui est pertinente parce que, tu sais, moi, en tout cas, mon premier avis là-dessus, ma première réaction serait de me dire, ben, tu sais, j'aurais pas tant de problèmes, là, si le chemin de fer n'est pas utilisé, ben, mettons des pistes cyclables, mais c'est sûr que, surtout dans un contexte aujourd'hui où, admettons, tu sais, si on se focus un peu moins sur le transport actif, on parle, mettons, de tout ce qui est... on veut faire un tramway à Québec, on veut moderniser le chemin de fer canadien, là. Ben, c'est sûr que si, justement, on enlève ces infrastructures qui sont déjà là, ça peut peut-être créer un problème dans le sens où on se dit, OK, maintenant, on fait quoi? Mais je pense que, ultimement, ça sera pas nécessairement un problème, mais il faudrait quand même faire attention à ce qu'on veut prioriser, là. Tu sais, il faudrait pas juste se dire, OK, tous les anciens chemins de fer à Québec, en transforme tout ça en piste cyclable. Là, ce serait peut-être un peu extrême, mais je pense justement ce serait... Ben justement, tu sais, le plan actif là, qui a été mis en place, Ouais. je pense que c'est justement dans ces considérations-là qui doivent être prises en compte là aussi, de savoir quoi prioriser et qu'est-ce qui est à remplacer, qu'est-ce qui n'est pas remplacé, faire la part des choses. Ouais. Ben, c'est ça, on dirait que je vois ça comme ça, c'est que, tu sais, des fois, on installe des nouvelles infrastructures et tout, puis là, on pense loin, puis là, finalement, on arrive, puis on se rend compte que ça fonctionne pas. Donc, dans cette optique-là, où ce que, tant qu'à avoir, mettons, un chemin de fer qui sert à rien, ben là, on va le rendre plus accessible pour les citoyens et tout. Puis je pense que c'est aussi, moi, dans cette optique-là qu'il faudrait relativiser. Sinon, tu parlais des champs, mais c'est parce qu'on dirait que, comme, mettre une piste cyclable dans les champs, moi, je sais que si j'habite en campagne, j'irai pas loin en vélo, là, à un moment donné. J'avais mon idée de champ, là, justement, pour les autres qui connaissent, là, entre Val-Belair puis l'ancienne Lorette, il y a un champ. Ça permettrait, en tout cas, c'est sûr qu'il faudrait s'arranger avec les propriétaires, mais si on pourrait avoir un espace, si c'est possible, avoir un espace pour les vélos, parce que justement, pour sortir de Val-Belair de façon sécuritaire pour aller vers Sainte-Foy, justement, moi, il faudrait que je passe par là. Fait pourquoi pas, si c'est possible, là, aussi. Là, pour pas forcer, mais tu sais. Ton idée serait juste de comme rendre ça encore plus accessible entre les banlieues. C'est ça, surtout. On parle justement du corridor Vélocité. À Sainte-Foy, depuis quelques temps, on en a un peu parlé tantôt. Il y a les à-vélos qui sont arrivés. Beaucoup plus. Pouvez-vous un peu nous parler de c'est quoi, à-vélo, plus précisément, plus qu'on en a parlé au début de l'émission? À-vélo, dans le fond, c'est comme une copie des Bixi à Montréal, là, pour eux qui connaissent. Là. C'est un service de location de vélo avec... tu prends ton vélo, puis tu payes, puis pourtant, dans d'autres places, il y a d'autres tracks à vélo pour les à-vélo. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi pour le côté accessibilité, c'est qu'il y a un moteur, dans le fond, c'est comme un vélo électrique. Donc, surtout à Québec, il y a pas mal de côtes, surtout entre la Basse-Ville et la Haute-Ville. C'est surtout là qu'ils sont mis, justement, les à-vélo. Ben, ça permet aux personnes qui sont pas nécessairement habituées de faire du vélo, qui en font pas souvent, de pouvoir s'initier à ça, pour pouvoir se déplacer en vélo sans avoir besoin de prendre l'auto, surtout qu'en ville, il y a peut-être moins de monde qui ont des autos, parce que c'est moins fait pour ça. De rendre ça, dans le fond, plus actif pour les vélos. Puis en plus, ça se développe quand même beaucoup. C'est plus populaire
qu'est-ce qu'on pensait. À chaque fois, je pense qu'à chaque année, il dépasse les records. Genre. Puis là, c'est rendu à Sainte-Foy, Limoilou, je sais pas, Charlebourg, mais je sais que là, ils font une tentative à Loretteville. Il va y avoir 3 stations quand même assez proches. Donc, je sais pas si ça va pogner parce que c'est quand même... je sais pas si beaucoup de monde qui vont faire des transports aussi... dans le fond, des déplacements aussi courts en vélo. Mais en tout cas, on va espérer que ça pogne. Ça serait intéressant pour le monde qui habite en banlieue, enfin, d'avoir un service qui était juste aux gens de la ville. Justement, récemment, j'ai vu qu'ils sont en train d'en installer encore. T'sais, moi, je sais qu'il y avait au Cégep Sainte-Foy là, qu'il y en avait. L'université aussi, je sais qu'on en a. Mais j'ai vu qu'ils en ont rajouté un comme sur... pas Néré-Tremblay, excuse. Chemin Sainte-Foy, comme entre le Cégep puis un peu entre l'Uni. Moi, ce que je veux savoir avec ça, c'est votre opinion. Parce que, tu sais, là, on parle d'essayer de développer plus en banlieue. Est-ce que vous pensez que c'est quand même une bonne stratégie de les laisser... d'en mettre plus où ce qu'il y en a déjà quand même accessiblement? Ou genre, justement, on essaie de prendre, mettons, comme ce budget-là et tout, puis on essaie de le développer plus dans les banlieues. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de peut-être, c'est ça, mettre plus de points dans les banlieues avant de commencer à condenser dans les villes, mais en même temps, d'un autre point de vue, on peut peut-être essayer de rendre ça vraiment fort en ville, à Sainte-Foy, pour dire, ben là, ça marche, c'est un bon modèle, mais après ça, on y va en banlieue, parce que c'est sûr qu'en plus, les modes de vie en banlieue, comparés à Sainte-Foy, centre-ville, sont quand même assez... différents côté transport entre les autos et les transports actifs. Donc, c'est ça, peut-être que là, c'est moins risqué de niveau financier, peut-être de faire ça en ville, à Sainte-Foy. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils condensent plus avant, pour peut-être avoir une base solide avant de développer ailleurs. Au niveau des tarifs, est-ce que tu as une idée, ça ressemble à quoi ou pas vraiment? Non, pas vraiment. J'en prends pas. Venant de Val-Bélair, j'ai pas le choix d'avoir mon propre vélo pour me déplacer. Je pense que moi, j'ai peut-être une idée. Si je me trompe pas, parce qu'en fait, durant cet été, il y avait la grève des autobus. Là, fait que pendant un bout, j'étais vraiment un peu pogné. Mais si je me trompe pas, c'est... en fait, t'as une borne. Genre, tu prends ton truc. Puis ça dépend de combien de temps tu veux le prendre. Si tu veux le prendre 5, 10 minutes, 15, 20 minutes, 30 minutes. Puis je pense que ça commence à 5$ pour, je pense, 10 minutes, genre. Ben, dépendamment de si tu veux... Parce que t'as comme des pôles, genre. Tu peux déposer ton truc. Puis je pense qu'il faut que tu fasses un dépôt de genre 20$ ou 100$. Pour pas que tu partes avec le vélo. Ben oui, je pense que c'est un dépôt de 100$. Mais si, ils te redonnent l'argent après. Ouais. Préférablement. Mais tu sais, je pense que justement, c'est genre... Ça commence par à peu près 5$. Puis ça dépend après de si tu veux, genre... Si tu veux prendre le vélo 1 heure, ben là, c'est genre... Ça dépend à ce moment-là. Ben, dans le fond, j'ai été chercher pendant que tu parlais. Puis, dans le fond, c'est encore moins cher que 5$. Ça coûte 1$ pour débrouiller le vélo. Puis après ça te coûte 30 cents la minute. Ah! Bon, ben. C'est quand même assez accessible. C'est assez accessible pour les étudiants, justement. Ben, ma prochaine question avec ça, c'est, tu sais, à l'Université Laval, on a le concept de la LPU, qui est le laissez-passer universitaire. Je sais que l'été passé, là, justement, quand à vélo est devenu de plus en plus populaire, ils ont comme essayé d'amener sur la table la possibilité que ta LPU serve pour les à vélo. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que comme vous aimeriez ça que ça se réalise, mettons, ce processus-là? Moi, je trouve que ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant. Tu sais, c'est sûr que moi, en plus, en venant des banlieues, on pourrait se dire, ben là, c'est sûr, ça m'intéressera pas. Mais je veux dire, des fois, je peux être à l'université, puis là, j'allais avec du monde en ville, ben là, on se prend tout un vélo. Tu sais, tout le monde peut en prendre un parce que tout le monde est à l'université parce que la LPU est obligatoire, à part quelques exceptions. Fait que, tu sais, je veux dire, ça pourrait être quand même le fun. Puis pour le monde qui habite justement proche de l'Uni ou du centre-ville, ben là, ça encourage de prendre le transport actif. Je pense que c'est un peu ça le but du LPU à la base, en plus. C'est comme on le rend obligatoire, comme ça, on encourage le monde à prendre l'autobus. Tu sais, fait que je trouve que c'est bénéfique. Super. J'ai d'autres questions sur à vélo, mais on va y revenir plus tard. Tout début de l'épisode, Paul, tu nous as parlé de la Finlande, puis justement le fait qu'il faisait du vélo en hiver. Anthony, moi, je voulais savoir, c'est quoi ton opinion sur justement le vélo hivernal à Québec? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu penses que c'est réalisable justement si on se base sur la Finlande ou pas vraiment? Ben là, justement, j'en ai parlé avec Paul. La Finlande, la ville qui a parlé est plus au nord, peut-être plus nordique que Québec. À l'Arctique, ils font... Cercle Arctique, c'est pas Cercle Arctique, c'est ça. Fait que ça fait que eux autres sont capables de faire du vélo à l'année, puis ils sont dans le cercle arctique, puis nous autres, on ne l'est pas. Puis, fait que ça veut dire, dans le fond, que
avec preuve. On peut pas dire, dans le fond, que la neige, c'est un obstacle, que le froid, c'est un obstacle. Dans le fond, c'est parce que c'est l'aménagement, surtout, le problème. Il faut bien aménager nos chemins. Il faut qu'il y ait des services, peut-être, de déneigement pour les pistes cyclables, les voies cyclables dans les rues, parce qu'en ce moment, en tout cas, chez nous, les chemins de vélo en hiver, ils mettent la neige dessus. Je confonds avec Beauport aussi. Fait que ça encourage encore moins l'utilisation du vélo quand tout le moton de neige est sur l'espace pour faire du vélo. Puis il y a peut-être aussi une sensibilisation aussi, un changement de mentalité à faire, parce que c'est sûr que quand on s'informe pas trop, on se dit du vélo en hiver, ça se fait pas. C'est pas. Dans notre culture, en tout cas, c'est pas quelque chose qui nous vient tout de suite. Donc, ça pourrait être peut-être possible. Il faudrait juste, c'est ça, mettre un plan là-dessus. Là, on se rend compte, de plus en plus, vous m'en parlez, c'est plus accessible. Il y a à vélo, il y a les corridors Vélocité qui existent encore plus et tout. Je sais qu'il y a un enjeu qui revient souvent quand on parle, mettons, des déplacements piétonniers puis vélo aussi. C'est la sécurité des cyclistes et des piétons. On a vu qu'on a mis des à vélo pour inciter les gens à prendre le vélo, mais s'il n'y a pas la sécurité, ce concept-là, il sert un peu à rien. Donc, c'est quoi en ce moment, mettons, est-ce qu'il y a des mesures que vous avez vues qui ont été mises en place pour rendre la sécurité des piétons ou des cyclistes plus accrue, ou ça serait quoi sinon des trucs que vous aimeriez voir le jour concernant la sécurité des cyclistes et des piétons? Ça, la sécurité, c'est vraiment un enjeu important. C'est vrai que si on met des vélos, mais que le monde ne se sente pas en sécurité de les utiliser, ça sert un peu à rien. Mais c'est ça, justement, les plans qui sont mis pour améliorer la sécurité, c'était justement les corridors Vélocité, parce que ça permet vraiment de faire une démarcation entre les espaces pour vélo et les espaces dans la rue. C'est sûr, c'est pas parfait, parce que c'est pas séparé de la rue. C'est sûr que les pistes comme corridor des cheminots, que c'est vraiment séparé, que t'es quasiment dans la nature comparé à la rue, c'est le fun, mais c'est plus dur à faire. Hein. Ça arrive moins souvent. Donc, ça prend un emplacement aussi. On peut pas dire, on met une piste cyclable dans la nature. Non, c'est ça, parce que c'est ça, faut qu'assurer ce que les gens passent. Puis où ce que les gens passent, mais il y a souvent déjà des rues, des bâtisses. Fait que c'est ça, c'est un petit peu dur à faire, mais c'est vrai que la sécurité, c'est primordial pour vous. C'est encore un enjeu. À Québec, c'est encore vraiment un enjeu. À chaque fois que je vais en vélo, tu le vis encore? Je le vis, c'est ça. Toi, Paul, je sais que tu es plus axé sur les déplacements piétonniers. Là, et toi, ça ressemble à quoi, justement, l'enjeu de la sécurité en tant que piéton? Tu sais, comme aussi, plus sur le point aussi d'Anthony, là, je pense que justement, ce qui est important, c'est que, tu sais, des fois, tu sais, mettons, quand je marche, des fois, je marche pour aller à l'église, là, tu sais, c'est que des fois, l'endroit pour aller vers mon église, là, la rue vers mon église, des fois, il n'y a pas de trottoir à ce moment-là. Fait que là, là, je pense pour passer, il n'y a pas de feu, là. Il faut genre le feu tout au bout de la rue. Fait que là, il faut que tu times, OK, la voiture qui va dans ce sens-là, la voiture qui va dans l'autre sens, pour arriver sur le bout, il n'y a même pas de trottoir. Fait que je pense que premier problème, c'est le manque de trottoir. Ben justement, tu sais, tu veux encourager les gens à faire le transport actif, mais tu n'as pas d'infrastructure mise en place pour ça. Puis aussi, pour dire un peu sur les espaces pour les vélos, tu sais, au début, j'ai parlé que des fois, les seuls espaces pour vélos que tu as, c'est les espaces spray-paintés sur la rue même, là. Ce qui peut des fois être un peu whack, là, disons-le, là. Parce que ça te protège pas en tant que vélo. Surtout, admettons, si tu veux te tourner dans une intersection, ben, tu tournes avec les voitures. C'est un peu rough. Puis je pense que le best à ce moment-là, ce serait justement de créer un espace, une voie réservée pour les vélos, juste pour les vélos. Donc pas piétons et vélos en même temps, mais genre juste vélo, avec le trottoir qui est élevé. Tu sais, pour pas que, mettons, l'espace de vélo soit au même niveau que la route pour justement que, tu sais, pour qu'au moins la voiture dise pas, je peux faire attention, je peux vu le cycliste, tu sais. T'as vu le trottoir qui s'élève. Fait que je pense que justement, comme Anthony a dit, c'est important d'avoir la sécurité parce que t'as bien beau mettre des vélocités puis des à vélo, si la ville même met pas des infrastructures en place pour mettre en sécurité les gens, ben ça va juste faire que les gens, on va dire normaux, là, ils vont pas s'engager à faire du vélo. Super. Dans le fond, pour conclure, là, on peut conclure que c'est accessible, là, le transport actif. Il y a encore du chemin à faire, si je peux dire. Puis qu'il y a encore un enjeu autour de la sécurité, mais que c'est quand même il y a quand même des avancées pour
Avant de conclure l'épisode, j'aimerais ça que vous me donniez, mettons, vos arguments pour convaincre quelqu'un qui est vraiment démotivé par le transport actif à s'y mettre. Oh, OK. Dans le fond, moi, mon premier argument, ça serait, justement, ça permet d'être plus en santé. Justement, si la personne, elle se tient pas en forme, ça permet justement, puis comme tu disais tantôt, si la personne a dit, ben là, j'ai pas le temps, j'ai trop d'études, j'ai trop de travail, ben là, tu peux optimiser ton temps parce que tu te déplaces en vélo, fait que tu t'entraînes en même temps de faire tes déplacements. Déplacements que t'aurais pris du temps de toute façon à faire en étant en auto ou en bus. Donc ça serait un premier point. Puis aussi, ça pourrait être la découverte d'une nouvelle passion, on sait pas. Moi, j'aimais pas autant le vélo avant de découvrir le transport actif. Puis aussi, c'est juste le fun aussi de se promener dehors, surtout quand il fait beau. C'est sûr que des fois, la vie de cycliste, c'est souvent de la pluie puis du mauvais temps aussi. Mais il y en a des bons moments aussi où c'est du beau soleil puis que t'es juste content de te promener en vélo. Hein. Aller jouer dehors, si je peux dire. C'est ça. Toi, Paul? Écoute, Anthony, je pense qu'il a tout dit. Hein. Comme il a dit, ça peut être le fun aussi des fois. Puis tantôt, on a parlé du trafic routier. Des fois, comme il dit, ça peut être plus efficace, surtout le matin, autour de la capitale, c'est un peu congestionné. Toi, t'es là, tu passes en vélo. T'es pas obligé de passer devant toutes les lumières. Fait que, d'un, tu peux genre cheater des fois le trafic. Puis comme j'ai dit, là, ça te permet de justement profiter de ce qui est autour de toi. Puis des fois, découvrir des endroits que tu découvrirais pas en voiture. Puis justement, surtout si t'es en Seine-Foy ou en ville. Écoute, pourquoi pas. Sur ce, l'épisode et la saison tire à sa fin. Merci beaucoup, Anthony, et merci, Paul, de votre présence aujourd'hui. J'aimerais également aussi remercier l'APRI qui m'a permis d'animer les 2 dernières saisons d'A priori. Je suis vraiment reconnaissante de cette expérience-là. Merci aussi à tous les invités avec qui j'ai eu la chance de travailler lors des dernières saisons. Et surtout, merci à ceux et celles qui nous écoutent. Sans vous, A priori n'existerait pas. Donc, sur ce, je vous dis au revoir à A priori.